bienvenue dans ce nouvel épisode du Moodcast, le podcast Moodle FR, le rendez-vous mensuel dédié à la communauté francophone de Moodle. Je suis Azilis et aujourd'hui Nicolas Lozanzic, formateur vidéo mobile, podcast, narrative learning et IA, et écrivain du livre Je maîtrise le podcast, paru au Click Édition, et Mélanie Cambou, chef de projet LMS et formatrice Moodle chez Learning Touch, nous dévoile comment surmonter la peur du vide dans Moodle. Mais ce n'est pas tout. Théo Potier, chef de projet chez Learning Touch, a sélectionné pour vous The Best Plugin of the Month, un plugin à découvrir dans cet épisode. Et pour rester toujours plus au courant des actualités Moodle et de la communauté francophone, je vous partage en fin d'épisode les actualités sur la nouvelle version de Moodle et les derniers développements menés par l'équipe R&D d'E-Learning Touch. Alors, prêt à plonger dans ce Moodcast riche en informations, conseils et innovations ? C'est parti ! Bonjour Azilis et merci pour cette invitation à participer à ce podcast. Pour me présenter très brièvement, je suis un acteur du secteur du digital learning et je le dis tout simplement comme ça, comme acteur, parce que en un peu plus de 20 ans, j'ai navigué un petit peu sur l'étendue de ce territoire en faisant pas tous les métiers, mais en faisant beaucoup, et c'est pour ça que je peine peut-être à me définir le plus succinctement et le plus précisément qui soit. Donc, acteur du digital learning, ça va très bien. Merci beaucoup Nicolas. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu plus en détail de la peur du vide dans Moodle. Donc j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément ton expertise entre guillemets principale, mais que tu avais pu y toucher un petit peu à ce LMS Moodle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous donner quelques astuces pour pouvoir surmonter sa peur du vide lorsqu'on se lance dans Moodle ? En effet, contrairement à vous, à e-Learning Touch, qui vous êtes fait une spécialité, entre autres, du LMS Moodle, c'est un LMS comme beaucoup, puisque je disais en présentation que je suis un peu un vieux de la vieille du secteur, que je connais depuis très longtemps, parce que c'est un projet qui n'est pas récent, qui n'est pas vieux, hein, il n'est pas obsolète non plus, pas du tout, bien au contraire. Et c'est un projet open source, donc forcément, un jour ou un autre, j'ai mis les mains dedans. J'ai un peu renoncé à pousser les différents tests et les essais, mais parce que ça n'était pas indispensable de poursuivre, c'était vraiment de la curiosité à cette époque-là. Et je l'ai surtout manipulé en faisant des interventions auprès d'écoles ou d'universités. Et c'est là que cette peur du vide est apparue, parce que c'est un LMS qui est très riche, qui est immensément pourvu de fonctionnalités et qui, parce que c'est un projet open source, a été développé sur une durée très étendue, certainement par beaucoup de monde, et en fait, on trouve de tout dedans. En fait, quand on se connecte, ça a l'air très riche, ça a l'air confus, et en tant qu'utilisateur, on n'a pas du tout l'impression d'être guidé. Ok, et comment est-ce qu'on fait justement pour se sentir un peu plus guidé, ou en tout cas pour se lancer sur l'utilisation de Moodle ? On serre les dents et on se dit que d'une manière ou d'une autre, il faut y aller. Moi, j'avoue que j'ai reçu, par exemple, en ayant fait une intervention pour un organisme dans le courant de l'année, que l'on a reçu, ils ont très très bien fait les choses en matière d'accompagnement. On a reçu une petite doc qui nous indiquait comment procéder pour des opérations très très simples, qui consistaient ne serait-ce que d'aller déposer un support de cours ou d'aller consulter les devoirs remis par des stagiaires. Mais il faut 45 clics avant d'arriver à la moindre des pages qui se présentent sous une forme d'un web tel qu'il était il y a 15 ans. Mais enfin voilà, il faut être patient, il faut être rigoureux. Quand on sait qu'il faut un peu de méthodo et que ça prendra peut-être un tout petit peu de temps, eh bien on y va, quoi. Il y a pire, hein, que Moodle, je pense, comme logiciel. Mais c'est vrai que pour une plateforme, on se LMS, on pourrait espérer, par exemple, des refontes d'interface qui soient un tout petit peu plus au goût du jour. Ça veut parce que c'est pas du tout une critique, hein, que je formule. Ça, je l'ai dit, c'est un projet open source
Et comme tous les projets open source, c'est moche, c'est foutraque comme on dit, pardon, et forcément ça nécessite, si on veut porter ça à un niveau très professionnel, et j'en ai vu des Moodle super professionnels, bah, ça nécessite de faire une petite intervention par-dessus pour s'approprier le dispositif et le rendre opérationnel dans son propre contexte à soi. Open source ne signifie pas gratos, enfin le beurre, l'argent du beurre et tout le reste, c'est-à-dire c'est gratos, et en plus c'est parfaitement adapté à ce que je veux. Ben non, non, non. Et c'est effectivement toute la force de la partie open source que de pouvoir bien tout personnaliser. Certes, comme tu le dis, effectivement, il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour y parvenir. Et c'est aussi pour ça que eLearning Touch a fait le choix de se spécialiser là-dessus, pour faire que les Moodle ne soient pas moches et complètement inutilisables, ou en tout cas pas du tout faciles à prendre en main, pour que ce soit justement plus facile en paramétrant les choses comme elles doivent l'être. Et ces choix-là se font avec les clients pour pouvoir avoir les boutons aux bons endroits, les bonnes couleurs, les bonnes interfaces, etc., etc. Merci beaucoup, Nicolas. C'est dit beaucoup plus clairement que la façon dont je l'ai dit. Bravo. Donc effectivement, tu parlais des interventions que tu as pu faire dans des écoles qui t'ont guidé un petit peu sur la partie utilisation de Moodle. Comment ces guides étaient-ils formulés, ou bien en quoi est-ce qu'ils t'ont vraiment permis d'aller utiliser un petit peu plus Moodle et bien sûr de faire que tu ne sois pas perdu sur la partie interface? Bah, dans le cas des 2 écoles auxquelles je peux penser, une première fois, j'ai reçu des PDF, donc détaillant pas à pas la manière de s'y prendre, et dans le second cas, c'était également des PDF doublés de vidéos qui étaient ensuite accessibles sur YouTube. Donc évidemment, ça aide, c'est normal, c'est une aide à la prise en main qui est nécessaire quel que soit le dispositif. Ici, on parle de Moodle, on peut avoir des dispositifs beaucoup plus simples, et c'est vrai que quelques tutos avant de commencer sont toujours bienvenus juste pour pas faire une bêtise, quoi. Qu'on perde un peu de temps, c'est pas bien grave, on en perd déjà par ailleurs, mais c'est surtout pour pas faire une bêtise dans le dispositif, aller supprimer quelque chose ou déplacer, auquel cas on risque de voilà, simplement, lancer tout un processus qui vise à recouvrir ou à recouvrer, je sais pas comment on dit, des sauvegardes, bref. Ok, bon, c'est vrai qu'effectivement la prise en main de chaque logiciel c'est hyper important, je pense, d'autant plus que pour nous deux qui sommes dans le secteur du digital learning, que de former ces utilisateurs justement à la prise en main des outils. Par contre, je m'interroge effectivement sur pourquoi est-ce que les écoles n'ont pas créé un cours spécifiquement dédié aux formateurs pour prendre en main Moodle dans la plateforme Moodle. Alors finalement, on va renverser un peu ce que je disais initialement, c'est-à-dire que j'ai dit que Moodle était, très, très riche, était, complètement, pardon, je vais redire l'expression foutraque, mais c'est parce que je le suis moi aussi. Il y a des personnes qui se connectent et pour lesquelles, en fait, tout est parfaitement agencé et tout va bien. Donc, il n'y a pas forcément besoin de plus que ce qui, a pu m'être communiqué pour faire les choses bien. C'était surtout à moi d'essayer d'être le plus discipliné qui soit, et très, naïvement ou très, pas bêtement, mais je me plais toujours à me dire que je vais me connecter à un dispositif et celui-ci va me dire: «Salut, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux mettre en ligne un cours? Est-ce que tu veux mettre à jour un cours? Est-ce que tu veux archiver un cours?» Ou bien me poser la question, «Est-ce que tu es venu te former?» Et en fonction de la réponse que j'apporte, m'orienter vers une partie de l'interface qui aura déjà été adaptée à mon besoin, aux besoins exprimés en amont. Donc c'est pour ça, en fait, ce que je dis est révélateur de ce que je peux attendre d'une plateforme au moment où je me connecte. Parce qu'on parle franchement que d'une plateforme LMS, et quand on rentre, bah, par exemple dans Moodle, on a l'impression d'être dans SAP. Enfin, il y en a partout, 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 parce que, bah, forcément les interfaces ont été créées à une époque où on les aurait pas créées comme on le fait aujourd'hui. Donc c'est absolument pas, encore une fois, des critiques que je formule. C'est juste que comme j'ai vu évoluer cette plateforme depuis des années et des années et des années, il y a forcément peut-être des initiatives qui visent à essayer de simplifier tout ça, mais il y a un vécu qui est tellement grand qu'on ne peut pas mettre, non plus en péril l'ensemble de la communauté en faisant une grosse mise à jour pour mettre la plateforme au goût du jour.
Et je corrige donc en évoquant par exemple une école, je vais pas les nommer parce que j'ai pas demandé la permission, mais une école qui est présente un peu partout en France et qui forme donc des étudiants, des cursus en études supérieures et là, la plateforme était adaptée et elle était extrêmement lisible dès lors qu'on se connectait. Comme tu l'as dit, c'est-à-dire le travail que vous faites et à tout hasard, parce que je pense à une école dont il me semble que le siège se trouve en Bretagne, donc il se pourrait que ce soit un de vos clients, où un travail a été fait pour justement, eh bien, ordonner les fonctionnalités et les rendre, conformes aux besoins des équipes et des populations qui s'y connectent dans le contexte de cette école. Merci beaucoup. Je tiens quand même peut-être à souligner effectivement, Moodle met forcément à jour très régulièrement ses versions et tu parlais effectivement de cette partie. C'est vrai que c'est difficile de modifier un outil à tel point que les personnes potentiellement, ne reconnaîtraient plus la plateforme Moodle en elle-même et c'est ce qui nous est un peu arrivé. Quand je dis nous, c'est la communauté Moodle dans l'intégralité. C'est que le passage d'une version, à une autre où il y avait énormément de différences sur la partie ergonomique et navigation a été assez en fait difficile à articuler du côté client, pour pas qu'il soit complètement perdu au niveau de la plateforme. Donc pour ça c'est en fonction, enfin on continue la partie formation, mais c'est vrai que oui, parfois la partie amélioration de logiciel n'est pas forcément complètement, ou en tout cas pas à 100% facile à prendre en main. Et puis de surcroît, encore une fois, hein, parce que c'est Moodle qui est tellement riche que ça rend les choses peut-être et très certainement encore un tout petit peu plus, compliquées. Et pour conclure, c'est une plateforme qui a fait ses preuves depuis tellement, tellement d'années que voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est uniquement l'espoir de la voir continuer de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire de s'enrichir, de progresser et de répondre à des besoins qui sont ceux, j'ai cité des écoles, je peux citer des gros organismes de formation qui accueillent des publics adultes, on peut citer des entreprises, qui ont de moins en moins peur aussi des solutions open source. Donc ça répond à tellement, tellement de besoins que c'est une plateforme et sans parler des universités, là aussi, ça répond à des besoins considérables, c'est fiable et c'est open source. Donc en plus, on a la main sur, l'ensemble du dispositif et pour être dans l'air du temps, de ses propres données. Tout à fait, merci beaucoup Nicolas. Dernière petite question peut-être, effectivement ça peut être complexe de se lancer sur Moodle en tant que formateur. Comment est-ce que toi, tu pourrais rassurer les formateurs qui se lancent dans l'utilisation de Moodle en tant que formateur? Oh, alors je sais pas si je parviendrai à rassurer quelqu'un. C'est évident que tout dépend de la distribution des rôles, c'est-à-dire de ce que l'on demandera à ce même formateur ou à cette formatrice. Il y a évidemment la partie, on va dire, annexe d'une animation de formation présentielle où on va pouvoir, déposer des exercices, ou déployer des exercices, des activités, déposer des documents, heu, mettre à la disposition de nos apprenants, une multitude de ressources. Il y a, et bien évidemment le mélange un petit peu des genres où je peux aussi bien former dans une salle que, de déposer aussi du matériau de formation dans la plateforme. Donc déjà, enfin, essayer de rassurer quelqu'un qui forme, alors qu'on lui demande aussi d'intégrer Moodle dans ses actions de formation, bah, c'est de lui demander simplement déjà de prendre le temps un peu de réfléchir à la façon d'articuler sa relation avec le dispositif et le public final, donc que sont les stagiaires et les apprenants. Et ensuite, très franchement, c'est pas compliqué Moodle, c'est juste qu'il faut être rigoureux, se poser, pas faire 36 trucs en même temps. Mais, évidemment, bah, il y a quelques process à développer dans la plateforme pour parvenir à faire ce qu'on veut. Mais c'est pas pire qu'ailleurs. Ça reste une plateforme, donc forcément, c'est une tâche complémentaire à une action de formation. C'est un peu une tâche administrative, si je peux la nommer ainsi. Et si je dois faire un aveu, c'est que je suis en panique complète dès lors que j'ai, un courrier à envoyer, à une déclaration à faire en ligne. Alors tu imagines s'il faut que je rentre dans Moodle, la panique qui s'empare de moi. On te formera Nicolas, on te formera.
Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la peur du vide dans Moodle, ou en tout cas comment ne pas l'avoir, ou tout est ok pour toi? En parler comme on vient de le faire, ça fait un peu psychothérapie. Ça aide, ça rassure finalement, je me dis: «Oh, bah, je vais peut-être y aller comme ça, je vais m'appliquer à moi-même les quelques conseils que je donne, mais que je n'applique pas évidemment». C'est-à-dire que j'y vais, je suis impatient, je le fais alors qu'il me reste que 2 minutes avant d'enchaîner avec autre chose. Mais, non, 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 c'est bien de remettre aussi l'open source un peu au centre des préoccupations. On a connu ça il y a très, très, très longtemps, mais vraiment très longtemps. Tu étais soit toute petite, soit pas née, Azilis, et il y a eu des solutions open source, quasiment un peu au début de ce que l'on a appelé le secteur du e-learning, des initiatives internationales comme Moodle, des initiatives françaises, et très souvent, eh bien, les utilisateurs potentiels de solutions open source hésitaient à franchir le pas, de peur que ce soit des projets qui disparaissent, du jour au lendemain. Alors ça a pu arriver, mais franchement Moodle, enfin si quelqu'un a peur, c'est juste, ouais, c'est que c'est une panique, une peur, peut-être congénitale, parce que Moodle, faut foncer. Il y a pas de souci. C'est vraiment peut-être une des meilleures et plateformes, et une des plus robustes que l'on puisse trouver sur le marché. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Nicolas. Maintenant qu'on a pu voir le point de vue formateur qui doit s'adapter à l'utilisation de différents LMS et différents outils du digital learning, on va pouvoir voir avec Mélanie, qui est formatrice Moodle chez Learning Touch, comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on connaît bien Moodle et qu'on doit l'utiliser au quotidien, comment on fait pour surmonter sa peur du vide. Mélanie, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Bonjour Azilis. Alors, je suis Mélanie Cambon, je suis chef de projet chez eLearning Touch. Et donc, je suis référente client pour certaines plateformes. Donc, c'est-à-dire que je les accompagne dans la création de leur plateforme. En général, on commence par une formation des gestionnaires. Et puis, on met en place un petit peu toute la plateforme d'un point de vue fonctionnel comme d'un point de vue de personnalisation de la plateforme. Et puis, j'accompagne les clients dans la gestion de leur plateforme, sur toute la vie de leur plateforme, pour n'importe quelle interrogation qu'ils puissent avoir, pour l'installation de nouveaux plugins, un petit peu de veille aussi pour voir toutes les actualités, tout ce qui se passe dans le monde du digital et le monde de Moodle. Super, merci beaucoup Mélanie, ça m'a l'air très complet. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Donc, à ton avis, quelles sont les questions à se poser pour se lancer dans la conception d'un cours sans se sentir submergé dans Moodle? Alors, je dirais avant tout que le questionnement ressemble pas mal à celui qu'on pourrait avoir pour la conception de n'importe quel cours traditionnel. Euh, bah, Quel est l'objectif de la création du cours? Est-ce que c'est pour offrir un support à un cours présentiel? Est-ce que c'est pour faire un cours hybride? Est-ce que c'est pour faire une formation 100% e-learning? Puis, quelles sont les contraintes? Est-ce qu'il y a une évaluation à distance à organiser? Est-ce qu'il y a un travail en groupe à faire? Est-ce qu'il y a une nécessité d'attestation finale ou de certificat pour prouver la participation au cours? Et ces premières questions, elles vont me permettre de surmonter un peu le côté je pars de zéro, je pars d'un cours vide, en commençant à structurer un petit peu le contenu en fonction des besoins. Alors, il faut vraiment, je pense, garder en tête que c'est vous l'expert. C'est vous le formateur, c'est vous le garant de la pédagogie du cours. La technologie de Moodle, elle ne va pas tout faire, mais elle va venir au service de votre expertise. Donc en fait, se lancer dans la conception d'un cours dans Moodle, c'est comme se lancer dans la conception de n'importe quelle formation, c'est juste l'outil qui est différent. Je pense que les bases sont les mêmes, effectivement. Super, merci. Si on revient un petit peu sur la partie Moodle, est-ce que, en fonction de, en tout cas, ces premières interrogations qu'on a pu se poser en tant que formateur dans Moodle, est-ce que tu aurais une méthode ou une structure à recommander pour commencer simplement à créer ces cours dans Moodle? Alors là encore, je dirais que ça va dépendre de l'objectif du cours. Notamment, comment il va s'organiser. Est-ce que c'est plutôt un séquençage chronologique? Est-ce que le cours est plutôt une banque de ressources à utiliser sans ordre précis? En fait, se poser ces questions, ça va permettre de définir un format de cours. Le format de cours,
sur Moodle, c'est une structure de l'espace de cours. Alors, c'est un certain parti pris dans la disposition et puis la présentation des activités. Ça va vous permettre de créer une base dans laquelle vous allez pouvoir travailler. Pour moi, l'idée à suivre, c'est de poser des jalons. Alors, vous n'allez pas tout remplir d'un coup. Vous allez commencer comme vous feriez n'importe quel cours, en fait, avec des sections, des sous-sections, une intro, une conclusion. Ça, vous savez faire. Vous êtes formateur. Et puis, ça va vous permettre de, par la suite, commencer à remplir ces sections avec vos ressources. Alors, tu me posais la question au niveau de l'organisation et du contenu. Moi, ce que je recommanderais, c'est de commencer par une intro, une petite introduction ou une partie bienvenue. Parce que à la fois, ça va vous permettre de vous présenter. Alors, parfois, notamment si c'est du cours 100% digital, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer les utilisateurs en amont, donc ça peut être quand même intéressant au niveau de l'engagement et de la personnalisation de vous faire une petite présentation. Et puis, ça va permettre de présenter le cours à vos étudiants. Donc, la structure, le contenu, le rythme ou le planning, et puis ce que vous attendez d'eux, en fait. Mais créer ça va aussi vous permettre de le structurer. Et puis, ça vous fait déjà une première partie. Donc, ça va vous permettre de vous lancer un peu dans le bain de la création de contenu pour la suite. Profiter du mot de bienvenue pour au final commencer à dérouler son plan de cours et ensuite se lancer effectivement dans les différentes parties du séquençage du cours. C'est plutôt ça aussi qui peut être intéressant effectivement sur la partie introduction de cours, c'est ça hein. Je pense que ça permet d'organiser un petit peu le cours. Ça peut aussi vous permettre parfois de le structurer dans votre tête. C'est un peu comme quand on fait une introduction de disserte, en fait. Parfois, vous êtes formateur, parfois c'est très facile et vous savez exactement ce que vous voulez. Et puis parfois, vous avez toutes les idées, mais vous ne savez pas forcément comment les organiser. Donc, je pense que cette partie introduction peut avoir deux visées. Une, vraiment d'expliciter à vos utilisateurs qu'est-ce qu'ils vont trouver dans le cours. Et deux, structurer ce que vous avez en tête. Eh bien, merci beaucoup Mélanie. Effectivement, une fois qu'on a commencé à organiser un petit peu son plan de cours dans sa tête, comment est-ce qu'on passe de l'idée de contenu à la mise en forme d'un Moodle et par quoi est-ce qu'il faut qu'on commence? Alors là, si on n'est pas méthodique, ça peut vite paraître fastidieux et sans fin. Alors je dis paraître, pas forcément, ce n'est pas forcément fastidieux, mais ça peut paraître fastidieux. En fait, Moodle, c'est un de ses plus grands atouts. Hein. Il dispose d'une grande variété d'activités à inclure dans les cours, et vraiment très grande. Mais à mon sens, la contrepartie de cette variété, c'est qu'on peut vite s'y perdre en fait. On ouvre le sélecteur d'activités, il y en a tellement qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, mon conseil, ça serait dans un premier temps, ne cherchez pas à faire quelque chose de très beau et très optimisé. Le but premier d'un cours, c'est que les utilisateurs le comprennent et en tirent des enseignements. Donc, je vous recommanderais dans un premier temps de lister les contenus essentiels à intégrer, donc ceux que vous avez déjà, ou ceux que vous allez devoir créer en priorité. Et puis, les objectifs visés du cours et les moyens d'évaluation. Est-ce qu'il va y avoir des interactions? Est-ce qu'il va y avoir des tests? Est-ce qu'il va y avoir des devoirs? Pour moi, c'est vraiment la priorité. Après, vous avez déjà sûrement des ressources à dispo que vous avez déjà utilisées dans d'autres cours, par exemple, ou dans ce cours en présentiel. Si c'est une digitalisation d'un cours présentiel, vous avez sûrement des PDF, des PowerPoint, d'autres types de fichiers, des vidéos, des audios, des images. Et ça, vous allez pouvoir les mettre à disposition des utilisateurs. Donc, ça fait déjà du contenu. Donc, si je devais résumer ça, allez-y doucement, en fait. Vraiment, faites petit à petit. N'essayez pas d'utiliser l'intégralité des ressources et activités qui sont disponibles dans le sélecteur d'activités. Et surtout, parce qu'on l'oublie parfois, vraiment vérifier le rendu régulièrement en prenant le rôle d'un étudiant sur la plateforme. Parce que parfois, entre ce qu'on crée et ce qu'on croit créer comme parcours en tant que formateur, n'apparaît pas du tout de manière correcte quand on le fait d'un point de vue étudiant. Donc vraiment, faites des allers-retours très, très réguliers.
pour que l'affichage de côté étudiant et le parcours et l'organisation de votre cours correspondent à ce que vous attendez. Merci pour ce précieux conseil, Mélanie. Et effectivement, quand on n'arrive vraiment pas à se lancer, est-ce qu'il y a des outils ou des modèles qui existent pour qu'on puisse justement gagner du temps dès le début de la construction des cours dans Moodle? Alors oui, il existe plusieurs possibilités pour gagner un peu de temps. Donc, alors déjà, par exemple, si vous êtes dans une organisation qui utilise déjà Moodle, c'est possible qu'il y ait une banque de contenu qui soit déjà créée, mise à dispo, une banque de questions, voire peut-être des modèles de cours. Donc, dans ce cas, vous n'êtes peut-être pas obligé de les utiliser, mais je vous invite vivement à aller piocher des contenus et des idées de contenu et d'organisation de cours. Parce que partir déjà d'un modèle, ça vous permet un petit peu de casser cette peur du vide et ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai déjà parlé des formats de cours, mais il y a certains formats de cours que je vous invite à aller tester parce qu'ils vont vous proposer une structure de cours déjà préformatée. Par exemple, par semaine ou autour d'un forum ou par section. Et ça vous permet déjà de ne pas partir de zéro, mais de partir déjà d'une structure. Pour aller plus loin, il y a aussi une autre possibilité. C'est un format de cours spécifique qui s'appelle Kickstart, qui vous permet de créer des modèles de cours. Pareil, si vous utilisez Moodle au sein d'une entreprise ou au sein d'une organisation, peut-être que c'est un format de cours qui est déjà utilisé. Et auquel cas, ça vous permet de démarrer votre cours avec vraiment un modèle qui est déjà pré-rempli avec une structure et parfois même avec déjà des activités qui sont récurrentes et qui sont utilisées dans plusieurs cours. Et puis, si ce n'est pas déjà utilisé, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil parce que vraiment, c'est un outil qui est très, très utile. Et puis, après, si vous avez déjà votre sujet, mais si vous n'avez absolument aucune ressource existante et que vous n'avez pas vraiment le temps de partir d'un cours vide ou vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise dans la conception d'un cours depuis zéro, je peux vous conseiller un plugin qui a été développé par notre équipe chez Learning Touch qui s'appelle Coursaï. Et alors, le plugin, il vous permet avec juste un petit formulaire à remplir, qui est bien sûr facile à remplir puisque vous avez déjà votre contenu en tête, vraiment l'essence de votre cours. Vous remplissez ce petit questionnaire, ce petit formulaire, pardon, et avec l'aide de l'intelligence artificielle, il va vous créer un cours de A à Z, avec divers types de ressources, divers types d'activités, même des forums, si vous avez besoin de forums, des tests, et en plus des images pour illustrer tout ça. Alors, évidemment, après la génération, vous êtes formateur, donc vous allez bien sûr garder toute votre liberté pédagogique et vous allez pouvoir faire toutes les modifications que vous souhaitez. Mais avec un temps extrêmement réduit, vous allez pouvoir vraiment créer toute une structure et tout un contenu de cours sur lequel travailler et apporter des améliorations. Et en plus, ce que j'ai noté dessus, c'est que comme il vous crée certaines activités, il peut être amené à créer des activités que vous n'aurez même pas eu l'idée d'aller utiliser ou que vous ne connaissez pas du tout. On redécouvre. Exactement. En fait, vous confiez une partie de votre travail à l'intelligence artificielle et puis en plus, vous apprenez des trucs. Donc, vraiment, ce plugin, il est vraiment à tester. Et si on a déjà des contenus existants, Mélanie, est-ce qu'on peut quand même utiliser ce plugin-là? Je veux dire, si on a déjà des PDF ou des vidéos qu'on sait qu'on veut les utiliser pour notre cours Moodle, mais on ne sait pas trop comment, entre guillemets, retenir, enfin en tout cas découper les idées principales qui vont former les différents chapitres et sections du cours. Est-ce qu'on peut aussi utiliser des documents existants? Absolument. Absolument. En fait, quand je parlais d'un formulaire tout à l'heure, vous pouvez lui donner des sources. C'est-à-dire que vous pouvez le nourrir avec vos propres documents, vos propres PDF, vos propres ressources que soit vous avez créées vous-même, soit vous avez déjà sélectionnées comme étant des ressources pertinentes pour le cours. Et vous pouvez demander au plugin d'utiliser ces ressources-là et potentiellement exclusivement ces ressources-là pour créer le contenu de votre cours. Ok, et super, merci beaucoup. Donc en fait, on part jamais vraiment de 0-0.
Ok, super. Surtout effectivement si les personnes utilisent déjà Moodle, en tout cas que l'organisation utilise déjà Moodle, ça peut être aussi sympa de s'organiser un petit café avec les collègues et de mettre en commun ce qu'on connaît de Moodle, comment est-ce que toi tu crées ton cours, comment une autre personne crée son cours, et puis de créer peut-être quelque chose de commun à l'organisation. C'est aussi ça, toute la force de la communauté Moodle, quoi. Exactement, en fait, vous pouvez tout à fait reprendre la communauté Moodle qui est dans l'échange et le partage des connaissances et des compétences entre vous, hein, c'est sûr. On a chacun notre manière d'utiliser Moodle, chacun notre manière d'organiser des cours, chacun nos petits réflexes aussi. Et c'est sûr que à un petit niveau comme à une grande échelle, le partage des techniques et des connaissances nous tire tous vers le haut. Super, et ben écoute, merci beaucoup, ça me rassure en tout cas, moi qui suis utilisatrice de Moodle mais à moindre mesure. Et quand on a envie de se lancer, on sait que Moodle c'est super riche en termes de fonctionnalités. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas vouloir tout faire d'un coup et éviter de se surcharger? Ah oui, alors effectivement, j'en ai déjà parlé, mais c'est sûr que c'est un gros risque. En fait, on peut vraiment se sentir submergé par la quantité de possibilités. Donc, je vais répéter mon conseil, en fait, c'est commencer petit et efficace. Pour moi, il vaut mieux un cours qui soit simple, bien structuré, pas forcément extrêmement joli et décoré, mais vraiment facile d'accès, dans lequel les utilisateurs trouvent toutes les infos recherchées. Qu'un cours qui est extrêmement alambiqué, avec des documents dans tous les sens, avec l'utilisation de tous les styles d'activités, mais dans lequel tout le monde se perd. Le but, c'est quand même de la communication et de l'information. Donc, vraiment, allez-y doucement. Après, je pense qu'il y a aussi quelques pièges qu'il faut éviter, si on peut, bien sûr. À mon sens, le premier, ça serait de vouloir tout créer d'un coup. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de créer le cours en entier de A à Z? Ou est-ce que vous pouvez peut-être vous concentrer sur les 2 premiers chapitres, par exemple? En fait, ça vous permet de fractionner la quantité de travail, déjà. Et puis, on parlait tout à l'heure du côté échange, ça vous permet aussi éventuellement de récolter quelques retours sur la première partie, qui vous permettront, le cas échéant, d'ajuster la suite. Alors, soit des retours de vos étudiants, soit des retours de vos collègues, puisqu'on fait souvent, nous, entre nous, on fait tester nos cours. En fait, on inscrit nos collègues à des cours comme étudiants, et puis ça permet d'avoir une autre perspective et ça permet rapidement d'avoir des retours. Après, il y a un deuxième piège qui est un peu en lien avec le premier et un peu ce dont j'ai parlé déjà, c'est de multiplier les ressources et les activités. En fait, l'ajout d'activités, c'est tellement facile. Si on a déjà des ressources à dispo, on peut être tenté d'en rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cours. Le but, c'est que, enfin le but, pas le but, mais le risque, c'est que vous en mettez tellement que les utilisateurs s'y perdent. Donc, à vouloir faire trop, on fait pas bien. Et le troisième piège, à mon sens, alors, c'est pas le plus facile à gérer, je trouve, c'est le manque d'interactivité. Surtout quand c'est la première fois qu'on fait un cours sur Moodle, et surtout quand on a l'habitude de faire des cours en présentiel. Quand on part d'un cours super vide, vraiment, il n'y a rien du tout dedans, c'est extrêmement difficile, à mon sens, de susciter l'engagement et l'attention d'un utilisateur à travers l'écran. Et c'est quand même beaucoup plus difficile, justement, à gérer que quand on est en face, où on peut voir directement si l'utilisateur est en train de s'endormir. Donc, pour ça, bien sûr, Moodle a des solutions. Il y a plusieurs activités d'interactivité, il y a des forums, il y a des tests, il y a des activités H5P aussi qui sont extrêmement utiles pour créer de l'interactivité assez facilement. Et je pense que c'est un écueil qu'on peut facilement avoir, c'est de créer un cours qui soit vraiment linéaire et que l'utilisateur soit complètement passif derrière son écran, qui est évidemment pas du tout ce qu'on veut, quoi. Donc, ouais, ça serait plutôt mes conseils pour vraiment essayer de faire quelque chose d'efficace.
Eh bien, on va essayer, ou en tout cas parvenir à en tenir compte. Merci Mélanie. Et puis, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à un formateur qui n'ose pas se lancer à cause du côté technique de Moodle? Bah, allez-y, faut pas avoir peur. Bon, c'est facile à dire, c'est vrai. Mais en fait, un argument en fait que je dis très très régulièrement quand je fais des formations gestionnaires, c'est que sur Moodle, vous pouvez toujours changer d'avis. Vous pouvez toujours tout modifier. Vous pouvez déplacer des activités, vous pouvez les renommer, les supprimer, en rajouter des descriptions, changer le contenu. Vous pouvez aussi travailler sur des choses et puis les cacher aux étudiants, même à l'intérieur de votre cours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de la pertinence d'une ressource ou de l'organisation de quelque chose, vous le mettez, vous le cachez et puis vous l'affichez une fois que vous êtes prêt. Donc, vraiment, je sais que c'est pas évident au début de partir de zéro, mais à partir du moment où on a créé une activité, ben, c'est plus zéro. Voilà, on part déjà de quelque chose. Et après, il y a deux choses qui, à mon sens, aident beaucoup. Le premier, j'en ai déjà parlé, mais c'est Coursailly, parce que vraiment, ça peut donner un énorme coup de pouce dans la conception d'un cours. Parce que du coup, vous ouvrez votre cours, vous avez votre formulaire, et à la fin, vous avez un cours plein. Il n'y a jamais ce cours vide. Donc, si c'est un frein pour vous, ça peut vraiment être extrêmement utile. Vraiment, on peut organiser une démo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Très rapidement, on peut vous montrer le potentiel de l'outil. Je suis vraiment convaincue par l'utilisation du plugin. Je me permets juste de rajouter, Mélanie. Utiliser l'IA, c'est bien, mais vérifier ce qu'elle raconte, c'est aussi tout l'enjeu du pourquoi est-ce que le formateur va utiliser l'intelligence artificielle dans Moodle ou dans n'importe quel autre outil. Il faut bien vérifier, tester et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de phénomène d'hallucination, même si effectivement les différents LLM sont de plus en plus performants pour éviter toutes ces problématiques-là. Donc voilà, de mon côté aussi, je vais me permettre de donner un petit conseil, effectivement, que de vérifier ce que nous raconte l'IA avant de proposer quoi que ce soit à nos apprenants. Là, tu as totalement raison de le mentionner. C'est vrai que ça peut aussi faire partie des pièges dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. C'est confier un petit peu l'intégralité des clés du cours à l'IA et puis le proposer comme ça à des étudiants. Évidemment, ça n'a aucun sens. Après, vous êtes formateur, vous êtes un peu l'expert pédagogique et puis l'expert sur le sujet, en fait. Donc, l'IA, à mon sens, est une formidable aide à la conception, un gain de temps phénoménal, mais il n'y a rien qui remplacera l'œil du formateur sur le contenu, la pertinence, l'organisation, sur les cours. Et puis, c'est ça aussi, toute votre expertise et toute votre valeur. Donc, non, c'est sûr, faut pas l'oublier. Merci de l'avoir rajouté. Avec plaisir. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait effectivement faire que le formateur se lance dans Moodle et qu'il lève toutes les barrières qui sont potentiellement liées à l'aspect technique de Moodle? Je dirais l'accompagnement. En fait, c'est aussi ce qu'on fait chez eLearning Touch et je pense que c'est une de nos grandes forces, c'est qu'on ne laisse jamais les clients seuls face à leurs difficultés. On peut les accompagner justement dans la création de cours. Alors évidemment, on ne va pas leur créer leur cours de A à Z sans avoir aucune information, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vraiment le faire avec eux dans le sens où on va leur fournir une solution Moodle, un support technique pour traduire ce qu'eux voudraient faire dans le cours. Donc, on peut les aider, on peut cheminer avec eux dans la création de leur cours. S'ils ont des besoins vraiment extrêmement précis, on peut prendre un temps par rapport à ça et différentes problématiques pour leur proposer un accompagnement très, très, très précis. Mais on est là pour ça. Et ça fait partie de nos prestations et c'est quelque chose qui est extrêmement riche aussi pour nous en tant que formateurs, puisqu'on en apprend tous les jours. Merci beaucoup Mélanie, et ça permettra aussi de répondre aux éventuels aussi freins qu'avait évoqué Nicolas en début d'épisode. Donc comme ça, on a toutes les clés qui nous sont fournies pour bien utiliser Moodle et pas avoir la peur du vide lorsqu'on se lance dans la création de cours Moodle.
Merci beaucoup Mélanie. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter ou ça te paraît ok? Merci beaucoup Azilis pour ces questions et cet échange. Avec plaisir. Non, n'ayez pas peur. Voilà. Allez-y, lancez-vous. Moodle, c'est chouette. Eh ben, c'est parti pour Moodle alors. Merci Mélanie. Merci Azilis, à bientôt. Merci à Mélanie et à Nicolas pour leurs précieux conseils. Passons maintenant à la rubrique The Best Plugin of the Month avec Théo. Magic simplifie le processus de connexion et d'inscription à une plateforme Moodle. Inspiré d'outils de travail comme Slack, les utilisateurs reçoivent des liens Magic, limités dans le temps pour s'authentifier sur la plateforme Moodle. Les administrateurs peuvent créer plusieurs formulaires d'inscription personnalisés. Une fois inscrits, les utilisateurs peuvent être ajoutés à des cohortes, plusieurs notifications peuvent être déclenchées, l'assignation des rôles est possible et bien plus encore. Les formateurs, eux, peuvent utiliser l'inscription rapide de Magic pour ajouter de nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs existants à leur cours, et sans pour autant avoir accès à la gestion des utilisateurs. Ceci est très utile pour des fins de test, mais cela renforce également la confidentialité des utilisateurs puisqu'un lien unique est envoyé à l'utilisateur sur l'adresse mail qu'il a renseignée. Et c'est aussi intéressant comme il n'y a pas besoin de se souvenir de son mot de passe. En résumé, cela est utile pour les personnes en charge de la gestion de l'administration des utilisateurs sur la plateforme, car le plugin leur permet de gagner du temps dans les tâches répétitives liées aux inscriptions des utilisateurs. Cela limite grandement le nombre de messages liés à des problématiques de connexion à la plateforme via le nom d'utilisateur ou le mot de passe. Bref, c'est Magic. Pour la communauté francophone, 2 actualités à retenir. La première, le Moodle Mood France 2025, le 20e Moodle Mood France, se tiendra à la Sorbonne Université du 1er au 3 juillet 2025. Et la seconde, la version 5.0 de Moodle est sortie. Envie d'en savoir plus? Je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, Moodle a fait quelques améliorations sur les fonctionnalités d'IA disponibles dans Moodle. Le LLM Oyama est maintenant connectable à Moodle, Oyama open source permettant d'exécuter différents modèles de langage appelés LLM en local pour plus de sécurité, rejoint Azure AI et OpenAI dans la liste des fournisseurs d'IA disponibles depuis la version 4.5 de Moodle. Ces fournisseurs peuvent être paramétrés pour réaliser des tâches spécifiques, génération de texte ou d'images, résumé de texte ou explication de texte, une toute nouvelle option. À vous de choisir pour quelle tâche vous avez besoin d'utiliser l'IA. Il est aussi possible de mettre en place une politique d'acceptation et de supervision de l'utilisation de l'IA lorsqu'on dispose du rôle administrateur pour les plateformes. Pour les enseignants, un nouvel onglet de cours permet désormais d'avoir une vue d'ensemble des activités proposées dans le cours et une vue globale de la progression des apprenants à chaque activité. Par exemple, si c'est un devoir, ils sont en mesure de voir en un coup d'œil combien de devoirs ont été déposés et combien de devoirs il reste à évaluer. Si c'est un quiz, ils peuvent visualiser combien d'apprenants ont répondu au quiz, etc., etc. Dès lors que les conditions d'achèvement et que le suivi pour chaque activité est paramétré, cette nouvelle fonctionnalité s'avère très pratique pour améliorer le suivi des apprenants par les formateurs. L'apprenant a aussi accès à ce tableau de bord des activités pour visionner les activités déjà achevées et celles qu'il lui reste à effectuer avec des dates associées si elles ont été paramétrées dans les conditions d'achèvement des activités. Vous avez beaucoup de questions dans la banque de questions de la plateforme? Ce n'est pas un problème. La version 5.0 dispose de nouveaux filtres disponibles dans la banque de questions de la plateforme. La notation des devoirs, notamment pour l'application de pénalités de retard, visible dans le carnet de notes, et la notation manuelle des sections Big Blue Button sont aussi prévues dans cette nouvelle version. Enfin, via l'éditeur TinyMCE, Moodle a renforcé ses efforts pour rendre vos formations accessibles. Les descriptions d'images peuvent aller jusqu'à 750 caractères. L'insertion et l'édition de médias directement depuis l'éditeur permettent à des profils spécifiques de suivre la formation. La version 5.0 de Moodle n'est pas une version LTS. Cela veut dire qu'elle ne sera pas supportée sur le long terme par Moodle. La dernière version LTS en date est la version 4.5 et la prochaine sera la 5.3. Côté e-learning Touch, nous sommes très fiers de vous informer que nous travaillons désormais avec Small. Small est une solution de proctoring pour la surveillance d'examens à distance pour des évaluations en ligne faciles et sécurisées. Psst, on m'a aussi dit que dans les développements R&D d'e-learning Touch, il y a de très belles choses dédiées aux enseignants et aux formateurs qui sont arrivés sur Coursaï. Rendez-vous sur le blog elearningtouch.com pour en savoir plus, ou bien rendez-vous le 27 mai à 11h en direct live pour une masterclass dédiée lors de l'événement Stream & Learn.
Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode du Moodcast. Nous espérons que ces conseils pour surmonter sa peur du vide lorsqu'on se lance dans la création de cours dans Moodle vous seront d'une grande aide. Si vous souhaitez nous proposer d'autres sujets pour nos prochains épisodes, ou simplement nous communiquer vos retours, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires dans notre post dédié sur LinkedIn. Merci pour votre écoute, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Moodcast. À bientôt!